Monsieur Ndarata, est-ce que pour vous, donc, les conditions sont-ils réunies pour que les élections se passent dans des bonnes conditions? Et d'ailleurs, est-ce que vous favorisez la présence militaire russe aussi? Les conditions ne sont pas réunies, mais nous allons quand même aux élections. Parce que nous considérons que ce n'est que de cette manière-là qu'il faut aller chercher l'alternance. Les conditions ne sont pas réunies. Pourquoi? Mais parce que le centrafricain n'est pas aussi libre que mon contradicteur Benham vient de dire. On ne peut pas circuler librement sur toute l'étendue de la République centrafricaine. Malgré que les paramilitaires russes sont présents. Ce n'est pas forcément à cause d'eux. C'est parce qu'il existe encore, non seulement ils sont là, mais parce qu'il existe encore des poches de groupes armés qui sévissent sur le pays, sur d'autres régions. Dans d'autres régions, ils existent. Et ils posent des problèmes. Ça veut dire qu'ils empêchent la population de se déplacer de manière libre. Ça, on ne peut pas le nier. Et dire que c'est-à-dire que le processus électoral se passe dans de bonnes conditions, je dirais aussi c'est aussi un mensonge, un deuxième mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a des candidats, dont le mien, M. Henri-Marie Dandra, a été empêché de se déplacer dans l'arrière-pays, alors qu'il avait déjà prévu, il a payé de sa propre poche, par ses moyens, pour aller sensibiliser les citoyens dans l'arrière-pays. Il n'a pas pu le faire. Par manque de moyens. Je suis en train de vous dire que ce n'était pas un problème de moyens, puisqu'il a déjà payé son avion pour aller se déplacer dans l'arrière-pays. On l'a empêché. Ce n'est pas un problème de moyens. Les moyens logistiques, il en dispose. Et vous pensez que lors des élections aussi, il y aura des empêchements? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que les conditions ne sont pas réunies. Nous y allons quand même, parce que nous espérons que cela se passe dans de bonnes conditions. Conditions de transparence et de liberté. Alors, quand on voit les événements qui se passent, on a des raisons de craindre tout ce qui peut arriver. Je ne le souhaite pas. En tant que citoyen, j'aimerais que tous les Centrafricains qui se trouvent puissent aller librement exercer leur devoir. Mais bien sûr, Madame Vemba, en parlant de liberté, vous avez suivi l'actualité. Il parle d'empêchement des candidats sérieux. Monsieur Anissé-Georges Dologuélé, le président de l'URCA, a subi les mêmes acharnements. Il est tout de même passé. Des avions qui ont été payés. Le régime en place a fait pression sur ces compagnies pour ne pas honorer les prestations. Des affiches, des panneaux électoraux de M. Dologuélé ont été déchirés pour qu'on y colle les panneaux pour qu'on y colle la photo de M. Touadéra à la place. Nous en sommes arrivés à ce que nous parlions du groupe Wagner pour la sécurisation des élections d'un pays. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? On ne parle pas de la RCA, on ne parle pas des forces armées centrafricaines. On en vient à parler d'un groupe de mercenaires pour la sécurisation des élections d'un pays. Elle est où notre armée aujourd'hui pour faire ce travail? Monsieur Biyan, pour réagir et ensuite on va passer par... Je vais réagir. Je ne vais pas permettre à ce qu'on manque de respect à notre force armée. Pourquoi je dis ça? Parce que nos forces armées ont beaucoup souffert pour le relèvement de notre État. Et utiliser ces forces, c'est ce que je dis. Utiliser ces forces armées. Monsieur Yaboro et ses amis, hier, ne considéraient pas nos forces armées. Et parmi eux, il y a même certains qui ont appelé une partie de nos forces armées à destituer les institutions de l'État. Je le dis face à lui. Oui, mais ils ont porté ça pour des démocrates, pour des démocrates, là, vos fantasmes, non, il y a les preuves sur Internet. Les Centrafricains le savent. Ce que je dis, c'est une réalité. Attends, vous m'avez dit. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Vous m'avez vu moi. Je le dis avec beaucoup de sérieux. Si aujourd'hui, quand même dire la vérité, vous ne considérez pas et ne respectez pas nos FACA qui défendent avec beaucoup de douleur et dans les conditions difficiles nos frontières et qui ont permis à ce que notre pays soit aujourd'hui debout, c'est que vous passez à côté de la plaque. Et moi, je ne permets pas ce que
vous leur manquez de respect. Dernier mot de la fin. On sent bien que ce volet-là sur les positions sont donc bien clairs. On va passer désormais, si vous Mais je veux juste, puisque M. Dany, tout à l'heure, poursuivait sur une question en disant que... De toute façon, le volet sécurité fait partie du programme politique dont on va parler. Hein, donc on aura. Mais il sait bien qu'aujourd'hui, nous avons un État qui est sécurisé. En tout cas, sur ces positions-là, on connaît vos partis. Passons, si vous le voulez bien, désormais donc sur le volet du programme politique, celui qui fait, on va le dire, basculer donc le vote des électeurs. Mais d'abord, en quelques minutes, pourquoi voter pour votre candidat et non pas un autre? Je vais commencer par vous, Monsieur Ndarata, car Henri-Marie Dondra est tout de même perçu comme un acteur qui faciliterait donc un compromis avec aussi l'ancien régime et non une rupture, parce que vous parlez beaucoup de réconciliation, de dialogue national, mais concrètement, pourquoi votre candidat et pas un autre? Pourquoi M. Henri-Marie Dondra, donc le président fondateur du Parti uni? Pour une raison simple. C'est un futur président qui est jeune, visionnaire, qui a une certaine idée de l'avenir de la République centrafricaine. Techniquement compétent, il a exercé professionnellement dans des institutions financières internationales. Donc sur le plan économique, il est outillé pour pouvoir conduire la République centrafricaine sur la voie du développement, de l'espérance. Il est jeune et donc forcément, il a un état d'esprit pour changer la République centrafricaine, pour les remettre sur la voie du développement économique. En quoi faisant? En rénovant l'administration, qui est sur la base de la compétence, d'éthique et de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonctionnaires qui doivent être recrutés doivent être des fonctionnaires à même de faire leur boulot de manière correcte. L'éthique, c'est le sens du service public. Ils sont là pour rendre service, mais pas pour se rendre service. Ils sont là pour se rendre service à la population. Et donc, ils sont aussi astreints à des objectifs de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent travailler de manière à ce que les buts qui se sont assignés soient atteints. Donc, M. Henri-Marie Dondra, compte tenu de toute son expérience acquise dans ces institutions internationales, je veux parler de FAGAS, puisqu'il a été président-directeur général pendant plus de 10 ans, il veut développer une culture de la redevabilité. Parce que lui, en tant que président-directeur général de cette institution, il est habitué à des objectifs de performance. C'est-à-dire que d'atteinte de l'efficacité. Ce dont on manque en grande partie nos administrations jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Il veut garantir une justice, c'est-à-dire l'administration de la justice, accessible, je dis partout et pour tous. Puisque la justice, je ne dis pas que monsieur le président actuel n'a rien foutu, je ne dis pas ça. Du moins, ce qu'il a fait jusqu'à présent, je dirais limité. Limité parce que il n'a pas pu le mettre en pratique jusqu'au bout. Est-ce que le concéder 7 ans de plus va lui permettre d'atteindre les objectifs qu'il s'est permis, alors que lui-même, il ne s'astreint pas à l'efficacité. Il voit les choses se dérouler, mais il n'apporte pas un coup de maître pour arrêter les défiances et le manque de confiance que le Centrafricain essaie de ressentir par rapport à son administration de la justice. Et troisièmement et dernier, M. Henri-Marie Dondra, c'est un jeune, c'est-à-dire qu'un jeune qui a l'esprit de remettre la République centrafricaine dans l'ère du numérique également. Donc il compte également digitaliser l'administration en permettant à nos administrations, en particulier
les administrations financières, la douane et les impôts, je dirais, à l'ère du numérique, en permettant que les contribuables centrafricains déclarent et payent leurs impôts de manière numérique. Voilà. Monsieur BM, pourquoi les Centrafricains devraient-ils voter pour votre candidat Faustin Archange Touadéra alors qu'après 2 mandats, la Centrafrique connaît un taux de pauvreté dépassant les 70% d'après Human Rights donc en 2024 aussi? Madame Dalini, lorsque vous voulez analyser la situation de la République centrafricaine, il va falloir que vous l'analysez en fait dans sa globalité. Alors, avancer des chiffres pour faire du populisme, c'est simple. C'est juste des constats. Hein. Pourquoi devrait-il faire un autre mandat alors que le constat est là? Le président Les chiffres sont incontestables. Le président Faustin Archange Touadéra a fait le plus dur. Il a fait le plus dur. Il a prélevé le pays. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il a un programme aujourd'hui. Ce programme-là n'est pas un programme électoral. C'est une feuille de route qui est donc orientée sur 4 axes. Premier axe, sécurité et souveraineté. Nous allons continuer avec le président de la République à travailler pour la paix, à renforcer notre armée, à veiller sur la justice. Deuxième axe, économie productive. Nous avons maintenant la paix qui est la base. Les investisseurs nous redonnent confiance. Je vous dis que c'est une feuille de route. Notre économie pendant très longtemps a été basée plutôt sur des petits commerces, de l'exploitation de nos ressources en brut. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous avons mis tout en place sous le leadership du président de la République, Faustin Archange Touadéra, à passer vers la productivité, vers l'industrialisation pour donner de l'emploi aux fils du pays. C'est une feuille de route. Troisième axe du programme de société du président de la République, Faustin Archange Touadéra, c'est le désenclavement, l'infrastructure et le désenclavement. La République centrafricaine, pour vos téléspectateurs, est un pays enclavé. Nous n'avons pas accès à la mer. Nous n'avons qu'un seul corridor qui nous permet d'aller à la mer, c'est le Cameroun. Tout est mis en place aujourd'hui pour sécuriser ce corridor-là. Un autre corridor dans un projet donc sous-régional est en cours. C'est un projet qui permet d'ouvrir un corridor ferroviaire qui va permettre de desservir la sous-région. Nous travaillons sur ce plan-là. Je vous dis que c'est une feuille de route, je le rappelle encore. Et dernier point, c'est l'éducation. L'éducation parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de former et préparer nos jeunes pour demain. La santé, beaucoup de choses ont été déjà faites dans ce domaine-là. Aujourd'hui, en République centrafricaine, vous avez une politique de gratuité ciblée des soins. Nous faisons de sorte que les Centrafricains ne meurent pas de mort évitable. C'est en cours. Et également, l'autre dernier point, c'est le numérique. J'ai entendu Théodore parler du numérique. Aujourd'hui, nous sommes en République centrafricaine, comme le président le dit même, nous sommes dans le working progress. C'est-à-dire que notre État est aujourd'hui en train d'être digitalisé. C'est en cours. Il y a des grands projets. On paye les salaires régulièrement en République centrafricaine et par virement, ce qui n'était pas le cas hier, quand M. Antidolo Guélé était Premier ministre de la République centrafricaine. Donc voilà, ce sont des projets concrets, réalisés. Et tout ce que je vous dis là est adossé sur un plan national de développement. Et ce plan-là a rencontré la satisfaction des bailleurs et des investisseurs. C'est un plan qui est écrit par les Centrafricains, qui ont décidé de dire comment est-ce que nous voulons faire évoluer notre pays. Ils ont mis ça ils ont mis leur ambition dans un document. Et ce document, le président de la République l'a conduit au mois de septembre dernier à Casablanca. C'est un plan qui est chiffré à 12 milliards 8 de dollars. Aujourd'hui, nous avons reçu une promesse d'engagement sur ce projet-là, le plan national de développement de 9 milliards. C'est pour dire que ce n'est pas une illusion. Le projet du président de la République, c'est une vision qui est claire et qui est prête, qui est même déjà en cours pour faire progresser notre pays.
Cet extrait capture l'essence des tensions en Centrafrique avant le vote. L'opposition dénonce un pouvoir qui, après des années, laisse le pays dans une pauvreté extrême et une insécurité persistante, au point de dépendre de partenaires étrangers pour protéger les élections elles-mêmes. La critique est virulente sur l'absence de progrès concrets malgré un retour relatif de la paix, accusant le régime de justifier des échecs par le passé difficile au lieu de proposer des solutions. De l'autre côté, la défense met l'accent sur la reconstruction d'un État autrefois effondré, avec un retour progressif de la sécurité comme base indispensable pour tout développement et des partenariats stratégiques permettant d'avancer. Ça souligne le défi immense. Sans paix stable, pas d'avancée durable en éducation, santé ou économie. Ce clash met en lumière les enjeux réels pour les Centrafricains. Choisir entre continuité pour consolider la stabilité naissante ou alternance pour un changement radical. C'est un débat passionné qui reflète les espoirs et frustrations du peuple. Qu'en pensez-vous? La paix relative justifie-t-elle un nouveau mandat ou faut-il un vrai tournant? Dites-le en commentaire